Une voiture grise, moteur allumé, garée près d'un parc paisible de Floride. À l'intérieur, une jeune femme de 18 ans, son sac à main est resté sur le siège passager, son téléphone coincé entre ses jambes. Rien n'a été volé. Elle attend un enfant depuis 12 semaines. Elle ne le saura jamais, c'est un père pas n'importe lequel. Celui de son bébé, qui a signé son arrêt de mort quelques jours plus tôt. Dans un simple message texte, ce soir, on remonte le fil d'une enquête qui a mis presque un an à aboutir, et un procès qui s'est terminé par l'une des sentences les plus lourdes que la justice américaine puisse prononcer. Aujourd'hui, direction Sanford, en Floride. À une trentaine de minutes d'Orlando, une scène de crime en apparence banale, qui va révéler un triangle amoureux, des secrets de famille, et des preuves numériques que le tueur pensait avoir effacées pour toujours. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que cette enquête réserve un rebondissement que personne n'a vu venir, même les enquêteurs. C'est parti. La découverte. Il est presque minuit, ce 11 novembre. Une patrouille de routine longe un petit parc au bord de l'eau, rien d'inhabituel. Jusqu'à ce qu'un policier repère une silhouette immobile au volant d'une voiture grise. Le moteur tourne encore, toutes les vitres sont fermées sauf une, côté conducteur. L'officier s'approche. Ce qu'il découvre le glace, une jeune femme, inconsciente, le siège incliné en arrière. Comme si elle s'était installée pour se détendre, du sang sur la portière, du sang au sol. Près de la roue arrière, une douille de 9 mm traîne non loin de là. Les enquêteurs le comprennent tout de suite, ce n'est pas un vol qui a mal tourné. Rien n'a disparu. Le sac à main est intact. Le téléphone est toujours là. Alors pourquoi cette femme est-elle morte, ici, seule, dans une voiture qui n'était même pas la sienne? Parce que ce n'était pas un hasard. Elle était venue pour retrouver quelqu'un. Et cette personne. Les enquêteurs vont la trouver plus vite qu'ils ne le pensent, grâce à une seule visite. 1 heure à peine après la découverte du corps, une amie débarque sur les lieux, vers 1 heure du matin. Une jeune femme se présente aux abords de la scène de crime. Elle est paniquée. À peine sortie de chez elle, sans même ses papiers d'identité, elle cherche son amie. Les enquêteurs comprennent vite qu'elle peut les aider à identifier la victime, qu'elle a 18 ans. Mais ce que cette amie va révéler dans les minutes qui suivent va tout changer. Qu'elle n'était pas seulement enceinte, elle avait déjà un petit garçon d'un premier compagnon, et le père du bébé qu'elle portait ce soir-là n'était pas le même homme, ce père. Elle devait le retrouver ce vendredi-là. Son prénom revient plusieurs fois dans la bouche de l'amie, tremblante, Donovan. Leur dernière conversation 7h08. Le soir même, Kellen lui avait confié qu'elle hésitait à le voir en personne. Son ami l'avait mis en garde, appelle-le plus tôt, ne va pas le retrouver. Kellen ne l'a pas écouté. Un prénom, une adresse à quelques minutes du parc. Les enquêteurs tiennent enfin une piste sérieuse. Mais pour comprendre pourquoi Donovan est devenu suspect numéro 1, il faut remonter quelques mois en arrière à l'époque où cette histoire a commencé à se compliquer dangereusement. Le triangle, Donovan faisant la petite vingtaine, vit avec sa compagne depuis presque 2 ans. Ensemble, ils viennent tout juste d'avoir une petite fille à peine 2 semaines. Mais en parallèle, depuis le début de l'année, Donovan entretient une liaison avec Ella. Une relation qui commence sur les réseaux sociaux, purement virtuelle au départ, puis qui devient plus intime. Sa compagne finit par tout découvrir d'après Donovan. Via les réseaux sociaux, une dispute éclate, elle quitte le domicile un temps avant de revenir. Donovan assure alors avoir coupé les ponts avec Kella. Sauf qu'un détail cloche, les enquêteurs découvrent que Kella est enceinte, et que le sujet de cette grossesse a été abordé en message privé entre elle et Donovan plusieurs semaines seulement avant sa mort. D'après les proches de Kella, la réaction de Donovan face à la nouvelle de la grossesse tient en un mot glaçant, avortement. Il insiste plusieurs fois, Kella refuse, quelques jours avant le meurtre. Elle envoie même une photo de son échographie à Donovan. Et c'est là que tout bascule, parce que ce que Donovan répond à cette photo, dans un message privé retrouvé bien plus tard par les enquêteurs, va devenir l'une des preuves les plus accablantes de toute l'affaire. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord voir comment Donovan se comporte, lui, face aux enquêteurs. Quand ils viennent frapper à sa porte, l'interrogatoire volontaire, 5 jours après le meurtre, les enquêteurs se présentent chez Donovan. Il accepte de les suivre volontairement pour un entretien informel dans une voiture de patrouille. Loin des regards du voisinage, sa version, dans les grandes lignes, une simple liaison sexuelle. Sans conséquence, terminée depuis des semaines. Il prétend n'avoir jamais échangé de numéro de téléphone avec Helen, seulement des messages privés sur les réseaux. Il affirme ne pas s'être rendu au parc depuis son enfance, et surtout, il jure avoir un alibi en béton pour la soirée du meurtre. Ce vendredi, dit-il, il a travaillé la journée et passé voir sa mère en fin d'après-midi.
puis est rentré chez lui vers 20h30 pour garder sa fille pendant que sa compagne sortait avec des amis. Une soirée tranquille de babysitting seule avec le bébé jusqu'au lendemain. Un détail interpelle pourtant les enquêteurs. Donovan admet avoir supprimé toutes ses conversations avec Ella, toutes photos comprises. Ma copine n'aimait pas que je la garde sur mon téléphone, explique-t-il. Un effacement total, purement volontaire, juste avant la mort de Kayla. Coïncidence? Les enquêteurs n'y croient pas une seconde. Donovan pense s'en tirer avec un alibi propre et un téléphone vide de preuves. Il a oublié une chose essentielle, rien ne disparaît vraiment sur Internet. Et un simple ami, prénommé Woody, va tout faire basculer. Le message qui change tout. Il faut attendre décembre, un mois après le meurtre, pour que les enquêteurs mettent enfin la main sur les vrais échanges numériques de Donovan. Pas ce qu'il a supprimé avec Hélène, mais ce qu'il a gardé, sans y penser, avec un ami. 3 jours avant le meurtre, Donovan écrit à ce fameux Woody. Il lui raconte que Kayla vient de lui envoyer la photo de son échographie. Sa réaction, dans ce message, est sans équivoque. Il ne veut plus de cet enfant dans sa vie. Il jure, sur la tombe de son frère, qu'il va l'effacer, que c'est terminé pour elle, qu'il ne va rien épargner. Il raconte même avoir donné un coup de poing dans un mur tellement il était hors de lui. Et ce détail-là, les enquêteurs vont le vérifier physiquement lors de la perquisition de son appartement. Ils retrouvent effectivement un trou dans le mur à l'endroit exact qu'il décrit dans ses messages. Un texto envoyé 3 jours avant que Kayla ne soit retrouvée morte dans une voiture. Une balle dans le corps. Avec une telle preuve entre les mains, on pourrait croire que l'arrestation a suivi dans la foulée. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et le délai qui va s'écouler ensuite a de quoi surprendre. Une arrestation qui se fait attendre. Malgré ce message accablant, malgré le trou dans le mur, malgré l'alibi qui ne tient qu'à la parole de sa compagne et de sa mère, Donovan faisons reste libre. Des mois passent. 9 mois, très exactement. Avant que les procureurs ne rassemblent assez d'éléments pour agir. Le 29 août de l'année suivante, Donovan est enfin arrêté. Il est inculpé pour 2 chefs d'homicide, un pour Kayla, un second pour l'enfant qu'elle portait. Les charges seront rapidement requalifiées. Ce n'est plus un simple homicide qu'on lui reproche. Désormais, c'est un meurtre au 1er degré avec préméditation. Reste une question, face à un OJ, cette histoire de messages effacés, d'alibi familial et de textos vengeurs allait-elle suffire à faire tomber Donovan faisant? La réponse est tombée après un procès de plusieurs semaines. Le verdict. Le procès s'ouvre en octobre de l'année suivante. Dans le comté de Seminole, le OJ entend tous les messages à Woody, le trou dans le mur, les demandes répétées d'avortement, l'alibi familial, les conversations Instagram, la douille de 9 mm retrouvée sur les lieux. Le verdict tombe coupable. Meurtre au 1er degré avec préméditation, usage d'une arme à feu. Mort d'un enfant à n'être causée par blessure infligée à la mère. Entrée par effraction dans un véhicule avec voie de fait. Étant donné la gravité des faits, l'accusation demande la peine capitale. Le OJ délibère et rend sa recommandation, la peine de mort à 11 voix contre 1. Quelques semaines plus tard, la juge confirme officiellement la sentence. Donovan Faison est aujourd'hui incarcéré dans un établissement pénitentiaire de Floride, dans l'attente de l'exécution de sa peine. Une adolescente de 18 ans, enceinte de 12 semaines, tuée par le père de son enfant à naître pour un simple message qu'il ne voulait pas assumer. Une preuve numérique qu'il pensait avoir effacée pour toujours, mais qui a fini par ressurgir ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Si cette enquête vous a captivé, dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous. Chaque semaine, on décortique une nouvelle affaire qui a marqué la chronique judiciaire américaine. À très vite pour une prochaine enquête.